Bienvenue dans notre plongée d'aujourd'hui. Je dois dire d'emblée qu'on va entamer une exploration vraiment fascinante. Et pour être tout à fait franc, c'est une discussion qui risque de secouer pas mal de certitudes. Qui va carrément bousculer les idées reçues. Ouais. Je suis prête. Ouais, c'est exactement ça. Parce que bon, quand on regarde un peu l'industrie du développement personnel de nos jours, c'est un marché gigantesque qui pèse des milliards. Et si on observe bien les rayons, la grande majorité de ces livres qu'on trouve en tête de gondole, au fond, ils vendent surtout une forme de confort intellectuel. Voilà, des méthodes toutes douces, des routines matinales hyper apaisantes, de la pensée positive à outrance. C'est ça, un espoir souvent illusoire pour se sentir mieux sans trop bousculer son quotidien en fait. Mais l'œuvre, au cœur de notre exploration aujourd'hui, elle rejette totalement cette approche. C'est même brutal. Ce n'est pas du tout un manuel de développement personnel classique. Pas du tout non, c'est un véritable camp d'entraînement pour le cerveau. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer le parcours d'un homme qui a repoussé les limites absolues du potentiel humain, pour comprendre comment on peut, littéralement, recabler son esprit de l'intérieur. C'est le contraste qui rend l'approche si percutante. Ce qui est central ici, c'est la distinction fondamentale que l'auteur fait entre la notion d'espoir, qu'il juge presque toxique, et la notion de croyance profonde. L'espoir, toxique, c'est fort comme terme. Ouais, mais pour bien comprendre cette différence, il s'appuie sur une expérience scientifique assez troublante. Elle a été menée dans les années 50 par un psychologue nommé Kurt Richter, et ça illustre parfaitement le propos. Ah oui, l'histoire avec les rats. Exactement. Richter a mené des expériences sur la résilience animale. Il a pris des rats et il les a placés dans des cylindres de verre remplis d'eau. Avec des parois hyper lisses pour qu'ils puissent pas grimper. C'est ça, pour empêcher tout de suite. C'est quand même un peu glauque comme point de départ, non? Il cherchait quoi au juste avec cette installation? Il voulait mesurer jusqu'où un être vivant peut lutter avant d'accepter l'inévitable. Et pour le premier groupe de rats, l'issue a été très rapide. Ils ont nagé quelques minutes et puis... Et puis c'est tout. Ils ont cherché une sortie frénétiquement, ils ont réalisé qu'il n'y avait aucune issue possible, et ils ont tout simplement abandonné. Ils se sont laissés couler au bout d'environ 15 minutes. Donc c'est l'effondrement psychologique qui a précédé l'épuisement physique, en gros. Totalement. Mais c'est là que Richter a modifié les paramètres pour un second groupe. Juste avant que ces nouveaux rats ne s'épuisent totalement et ne se noient, les chercheurs les sortaient de l'eau. Il les sauvait. Ils les sauvaient, oui. Ils les séchaient avec une serviette, les laissaient se reposer quelques instants, le temps que leur rythme cardiaque redescende, et puis bam, ils les replongeaient dans le cylindre d'eau. Attends, il les remettait dans la même situation désespérée direct après. Mais ils devaient déjà être fatigués par la première tentative. Ça donne quoi sur leur temps de survie? C'est là que le résultat défie la logique. Lors de cette seconde plongée, ces rats n'ont pas nagé pendant 15 minutes. Ils ont nagé pendant 60 heures en moyenne. 60 heures. Sans s'arrêter. Sans s'arrêter. 60 heures d'efforts physiques ininterrompus. Ouais, sans aucune nourriture. L'interprétation populaire de cette expérience, ça a souvent été de dire que l'intervention humaine leur avait donné de l'espoir. Les fameux espoirs qu'une main géante allait redescendre du ciel pour les sortir de là. Voilà, mais d'un point de vue physiologique et psychologique, l'espoir, c'est une émotion bien trop éphémère. C'est trop fragile pour maintenir une créature en vie pendant 2 jours et demi de lutte contre la mort. S'ils avaient juste espéré, ils auraient coulé au bout de 2 heures. Exactement. Ce que ces rats ont développé dans ce laps de temps, c'est pas de l'espoir, c'est une croyance. En s'adaptant à l'épreuve, en survivant au premier cycle, ils ont forgé une certitude viscérale sur leur propre capacité d'endurance. Et ça, c'est la mécanique mentale que l'auteur a dû développer lui-même. Parce que l'espoir d'une vie meilleure allait pas le sauver. Surtout vu son point de départ. C'est l'histoire d'un homme né avec les pires cartes en main, maltraité, malade, en situation d'échec total. Seule une volonté forgée dans la difficulté pouvait le transformer. D'ailleurs, pour que notre public mesure bien l'ampleur du gouffre, il faut vraiment qu'on insiste sur son point de départ. Car on ne parle pas d'un athlète un peu démotivé qui veut juste s'améliorer. Ah non, pas du tout. À 24 ans, on a affaire à un jeune homme en surpoids sévère. Il flirte avec les 140 kilos. Son quotidien, c'est de bosser la nuit comme exterminateur de cafards dans des restaurants crasseux pour à peine $1000 par mois. Et le pire, c'est même pas son poids ou son job, c'est le bagage émotionnel qui traîne. Il est complètement écrasé par une enfance marquée par la violence extrême. Son père, Trunis, était terriblement abusif. Il y a un parallèle tragique d'ailleurs. Il passait nuit à traquer des cafards qui fuient la lumière alors qu'il se comporte lui-même comme tel. Il se cache des autres, il fuit la moindre difficulté.
paralysé par ses complexes, jusqu'au moment charnière où il prend sa bagnole pour retourner à Buffalo. Ce voyage en voiture vers la ville de son enfance, c'est un tournant psychologique absolu. Mais dans sa tête à ce moment-là, c'est pas un voyage de rédemption. Il y va pour régler ses comptes. Oui, il cherche ce qu'on appelle en psychologie clinique un mécanisme de défausse, un laissez-passer gratuit. Quand ta souffrance intérieure est trop grande, c'est hyper tentant de chercher à l'extérieur l'unique cause de tous tes échecs. Il voulait retrouver ce père, ce monstre tout-puissant de son enfance, le regarder dans les yeux et se dire que si sa vie était un gâchis, c'était exclusivement la faute de cet homme. Affronter son diable, en fait. Et concrètement, comment se passe cette confrontation? J'imagine qu'il débarque avec une colère immense, prêt à exploser, et qu'il s'attend à trouver ce tyran massif qui hantait ses cauchemars. C'est tout le paradoxe de la scène. Il se rend au Scatland, la piste de roller décrépite que son père gérait à l'époque, là où toutes les violences avaient lieu. Il entre et la réalité le frappe de plein fouet. L'endroit semble renfermé, les murs sont écaillés. Pitoyablement son entourage, et il réalise une vérité glaçante. Son père était lui-même la victime de traumatismes innommables dans sa propre jeunesse. Il a compris que la violence était un cycle. L'auteur ne lui pardonne pas, attention, mais il l'humanise. Et c'est là que le verrou psychologique saute. En humanisant son diable, en voyant qu'il n'y avait aucune puissance mystique derrière ses échecs, il comprend que personne lui a jeté de sort. C'est une prise de conscience hyper brutale. En gros, il réalise que son excuse principale, son bouclier, vient de s'évaporer. Exactement. Le déni, c'est une couverture chauffante. Ça nous raconte une histoire fausse, mais rassurante à court terme, pour nous protéger de notre propre responsabilité. Mais à long terme, cette couverture nous étouffe. C'est la leçon universelle du Skateland. On ne peut pas avancer tant qu'on laisse les fantômes du passé dicter le récit de notre présent. Peu importe à quel point le passé a été injuste ou violent, le passé s'en moque. Personne viendra nous sauver et aucune excuse modifiera notre compte en banque ou notre santé. Reprendre le pouvoir, ça exige d'avaler la pilule amère de la responsabilité totale. C'est fascinant parce que c'est précisément cette acceptation radicale qui va donner naissance à ce qu'il appelle son laboratoire mental. Oui, le point de bascule. Il est passé de ce jeune homme brisé qui fuyait tout à un type capable d'encaisser des épreuves physiques que le commun des mortels oserait même pas imaginer. Des courses de 160 km dans la chaleur de la vallée de la mort, des milliers de tractions. Jusqu'à s'en déchirer les mains, et les sélections redoutables des forces spéciales américaines, bien sûr. Mais ce qui m'interpelle là-dedans, c'est le rôle du corps. En lisant ça, on a vraiment l'impression que la performance sportive n'est absolument pas le but final. Tu touches au cœur de sa méthode. Le corps, les muscles, le cardio, tout ça n'a aucune importance finale pour lui. L'exploit physique n'est qu'un outil de calibration psychologique. Un outil de calibration. Oui. Chaque ampoule éclatée, chaque fracture de fatigue, chaque kilomètre couru dans le froid, c'est juste un prétexte pour placer l'esprit sous une pression extrême et l'obliger à réagir. D'où le terme de laboratoire. Il teste des réactions chimiques dans son propre cerveau. C'est exactement ça le laboratoire mental. Et pour survivre aux expériences de ce laboratoire, il a dû conceptualiser une technique fascinante, la création délibérée d'un alter ego. Un alter ego? Un alter ego. Comme un personnage inventé de toutes pièces. C'est pas un peu, je sais pas, un signe de dissociation psychologique de s'inventer une autre personnalité pour affronter la vie? C'est une réaction très légitime. Vu de l'extérieur, on pourrait croire à une fuite. Mais dans le cadre des performances extrêmes, forger un alter ego, c'est une stratégie chirurgicale de survie. Il s'est dit que sa vraie personnalité n'était pas taillée pour ça. Il a réalisé que son identité par défaut, celle du petit garçon effrayé et plein de doutes, n'allait jamais lui permettre de traverser ces tempêtes. Il a donc consciemment bâti ce qu'il appelle un sauvage. Un sauvage? Une entité mentale implacable, dépourvue d'émotions parasites, programmée avec une seule directive, refuser catégoriquement l'abandon. Ça lui a permis d'accéder à ce qu'il nomme la matière noire de l'esprit. La matière noire, il utilise carrément une métaphore d'astrophysique pour parler de psychologie. Oui, et l'analogie est brillante. Dans l'univers, la matière noire est invisible. Elle n'interagit pas avec la lumière, mais elle représente la majorité de la masse de l'univers. C'est elle qui maintient les galaxies ensemble avec sa force gravitationnelle. Et dans le cerveau, ça correspond à quoi? C'est ce potentiel brut, instinctif, qui est enfoui sous des couches d'éducation, de conventions sociales et de peur. L'alter ego, c'est la clé pour ouvrir la porte de cette matière noire. Prenons l'exemple de la Hell Week des Navy Seals.
Ah oui, la fameuse semaine d'enfer. Pour ceux qui connaissent pas trop ce milieu militaire, ça ressemble à quoi concrètement? Qu'est-ce que ça implique physiquement? Concrètement, c'est environ 130 heures d'effort continu, jour et nuit, avec un maximum de 4 heures de sommeil sur toute la semaine. 4 heures en 5 jours? C'est un truc de fou. Les candidats sont plongés dans le Pacifique glacial, recouverts de sable irritant, ils portent d'énormes canaux pneumatiques sur la tête pendant des kilomètres, ils courent en treillis mouillés jusqu'à avoir la peau à vif. C'est conçu pour briser les hommes. Mais son analyse de l'épreuve est révolutionnaire. Il explique que ce ne sont ni les jours de souffrance, ni même les heures qui détruisent les candidats. Ce sont les secondes. Les secondes, c'est-à-dire? Le cerveau fragmente la douleur. C'est une question de volume d'opportunité de renoncer. Il y a environ 468 000 secondes dans une semaine d'enfer. Et il réalise que chacune de ces secondes est une occasion d'abandonner. Ah ouais, le moment où tu te dis « j'arrête ». Quand tu as froid, que tes os te font mal et qu'un instructeur te hurle dessus en te tendant un café chaud pour que tu abandonnes, la bataille se joue pas sur le long terme. Elle se joue dans cette fraction de seconde précise où le cerveau supplie le corps d'arrêter. Et c'est là que le sauvage intervient. C'est à cet instant microscopique que l'alter ego prend le contrôle comme un bouclier pour bloquer le signal d'abandon. Gagner la seconde, c'est gagner la minute, qui gagne l'heure, qui gagne la bataille. C'est fou de découper la survie à la seconde près. Mais ce qui fait la force de cette exploration, c'est que ça ne s'arrête pas aux anecdotes militaires. On a des outils pratiques pour notre quotidien. Des outils très concrets, oui. Il y a par exemple cette méthode de l'enregistreur vocal. Le concept de base, c'est de prendre le dictaphone de son téléphone et de verbaliser à haute voix ses pires traumatismes, ses insécurités ou ses petites lâchetés quotidiennes. On enregistre ça et on l'écoute en boucle. Et je te vois venir, tu vas me dire que c'est dangereux. Bah ouais, je me fais l'avocat du diable là. S'enregistrer en train de ressasser qu'on a été abusé, qu'on est nul, qu'on a raté sa vie, et s'écouter en boucle, psychologiquement, ça risque pas de nous enfoncer direct dans une spirale dépressive. C'est très sain de remettre cette méthode en question, car ça semble totalement contre-intuitif. Mais la mécanique derrière, ça se rapproche de ce que la psychologie cognitive utilise dans les thérapies d'exposition. C'est-à-dire? Le problème d'un traumatisme ou d'une peur honteuse, c'est que lorsqu'on le garde sous silence, il grandit dans l'obscurité. L'esprit lui donne une dimension monstrueuse. Le non-dit a un pouvoir paralysant. En l'exposant à voix haute, on l'extrait de cette obscurité. Donc le fait d'entendre sa propre voix, ça permet de l'objectiver en quelque sorte. Absolument. Au début, l'écouter est insoutenable. On grimace, on pleure, on veut éteindre l'appareil. Le choc émotionnel est hyper violent. Mais avec la répétition frénétique, une désensibilisation s'opère. À force de l'entendre 100 fois, ça glisse. En l'écoutant 1000 fois, les mots perdent leur charge émotionnelle. Entendre ses propres plaintes finit par les dépouiller de leur emprise. On neutralise littéralement le poison pour ne garder que les faits. On s'immunise avec son propre venin, quoi. C'est ça. On transforme une énergie sombre, comme la honte d'avoir été une victime, en un carburant purement stratégique pour avancer. C'est brutal, mais la logique d'exposition tient la route. Et dans un autre registre, il parle aussi beaucoup d'ego. On pourrait croire qu'un gars capable de tels exploits se sent intouchable, mais il insiste sur la notion d'humilité entraînée. C'est fondamental pour lui. Il raconte cette anecdote avec le sergent Jack, un vétéran qu'il a pris sous son aile et qu'il forçait à laver le sol avec une minutie complètement maniaque. Pourquoi s'infliger des tâches aussi ingrates? Parce que l'arrogance est l'antichambre du déclin. Le sergent Jack lui apprenait que l'ego est un ennemi insidieux. Si tu penses avoir tout accompli, si tu te crois trop important pour passer la serpillière, tu t'arrêtes d'apprendre. Tu deviens complaisant en fait. L'humilité entraînée, c'est l'acte conscient de se rabaisser volontairement à des tâches basiques pour se rappeler que personne n'est au-dessus du travail acharné. Même si tu as battu un record du monde la veille, le lendemain matin, le sol a toujours besoin d'être nettoyé. Garder les pieds sur terre au sens littéral. Et ça nous amène directement à une autre idée forte sur l'entourage, ce qu'il appelle la tranchée. L'idée qu'il faut filtrer impitoyablement son cercle intime. Un filtrage vital, oui. Mais là encore, c'est assez extrême de couper les ponts avec des amis de longue date, juste parce qu'ils ne nous poussent pas à l'extrême, non? Si un ami nous dit de nous reposer parce qu'on a l'air épuisé, on doit le virer de notre vie? La nuance est primordiale ici. Il ne s'agit pas de rejeter la bienveillance légitime, mais il faut analyser l'environnement comme une zone de combat métaphorique. La tranchée. Dans une tranchée, au milieu des tirs,
Tu peux pas te permettre d'avoir à tes côtés quelqu'un qui panique, qui doute de la mission ou qui te suggère de baisser les armes dès que ça devient inconfortable. Il met surtout en garde contre les personnes qui aimaient l'ancienne version de toi, Celle qui était peut-être brisée ou moins ambitieuse. parce que ça remettait pas en question leurs propres échecs. Souvent, quand tu commences à évoluer drastiquement, ça agit comme un miroir déformant pour ton entourage. Ça leur renvoie leur propre stagnation. Donc ils essayent de te ramener vers le bas pour se rassurer. Parfois inconsciemment, oui, sous couvert de te protéger. Évoluer demande de s'entourer exclusivement de personnes qui exigent notre meilleur. C'est un test de réalité difficile pour les relations sociales. Mais comment on applique cette discipline mentale face aux aléas aléatoires de la vie quotidienne? On n'est pas tous dans une tranchée militaire. C'est vrai, la vie civile a ses propres tranchées. Parfois, la vie te frappe au visage avec un licenciement soudain, un patron toxique, une maladie. Et là, il y a cette attitude qu'il résume par l'expression « bien reçu », le Roger Dad des communications radio. Ça se traduit comment pour nous? C'est l'une des postures philosophiques les plus puissantes à mon sens. Quand une catastrophe personnelle survient, la réaction par défaut de la plupart des gens, c'est l'indignation. Le fameux « pourquoi moi ?» c'est injuste. Le problème, c'est que s'indigner de l'injustice du monde, c'est une perte d'énergie cognitive colossale. La vie est intrinsèquement chaotique. L'attitude du bien reçu, c'est court-circuiter cette phase de lamentation. Tu zappes le moment où tu te plains. Tu reçois la mauvaise nouvelle et au lieu de la combattre mentalement, tu l'acceptes dans la seconde comme la nouvelle réalité incontestable. Le désastre est là, bien reçu, terminé. C'est un pragmatisme assez glaçant quand même. Pas de larmes, pas de paralysie, on accuse réception et on s'adapte direct. En accusant réception immédiatement, tu rediriges 100% de tes ressources mentales vers l'élaboration de la nouvelle stratégie. C'est refuser de laisser l'incident imprévu dicter ton histoire. Tu reprends le stylo. Et ce besoin d'adaptation, il est constant chez lui, ça s'arrête jamais. Ça nous amène d'ailleurs à la dernière phase de son parcours. Logiquement, on pourrait se dire qu'après avoir surmonté tout ça, gagné le respect de tous, l'heure de la retraite est arrivée. Mais pas du tout. À 47 ans, avec des genoux détruits par des décennies d'abus, de multiples opérations chirurgicales lourdes, il se lance dans une nouvelle épreuve. Il devient smoke jumper. Ces pompiers parachutistes d'élite qui sautent au cœur des incendies de forêt. Exactement. Il se retrouve au milieu de jeunes recrues de 20 ans, les mains gelées dans la neige. Pourquoi s'infliger ça à un âge où son corps dit stop? S'il peut plus courir, pourquoi pas juste se reposer? Parce que pour lui, s'arrêter, c'est mourir. Ça illustre le concept de la quête éternelle et la recherche du nouveau 100%. Le nouveau 100%. Beaucoup conçoivent le succès comme une ligne d'arrivée physique. Une fois le diplôme obtenu ou la course terminée, on s'assoit et on profite. Mais la grandeur véritable, elle est définie par une adaptation dynamique. La réalité biologique fait que les circonstances changent. Le corps vieillit, la famille s'agrandit. Ce que tu pouvais accomplir à 20 ans est peut-être physiologiquement impossible à 50. Donc l'idée n'est pas de nier le vieillissement ou ses blessures au genou, mais de redéfinir le terrain de jeu. C'est tout à fait ça. Si tes genoux ne te permettent plus de courir, comment tu vas exiger le maximum de toi-même dans une autre discipline? Le but n'est pas de s'accrocher au passé, mais de trouver le nouveau 100% de ta situation présente. Refuser que le confort atrophie l'âme. La complaisance est un assassin silencieux. Le travail sur soi n'a pas de date d'expiration. C'est une perspective qui remet sacrément les pendules à l'heure. Pour synthétiser ce qu'on a vu durant notre exploration, le message central, c'est absolument pas le récit d'un surhomme qui a gagné à la loterie génétique. C'est même l'inverse. C'est la preuve qu'avec une discipline absolue, une volonté de regarder ses pires démons en face, on peut réécrire son propre code. Une invitation à se regarder dans le miroir, cesser de chercher des excuses et comprendre qu'on est le seul responsable de sa propre évolution. Pour clore cette discussion, je crois que tu avais une réflexion finale un peu provocatrice à partager avec nous, Evelyne. Oui, une dernière pensée à laisser en suspens. Dans le livre, il y a cette image de la ligne atmosphérique, cette ligne bleu-noir qu'on voit depuis l'espace. C'est utilisé comme métaphore de la grandeur, cette frontière qu'on doit franchir vers l'inconnu. Une belle image. Et ça m'amène à penser à notre époque. On parle énormément de stoïcisme moderne. On nous apprend à lâcher prise face au chaos pour trouver la paix intérieure et la tranquillité sereine. C'est le grand mot d'ordre actuel, le bien-être à tout prix. Mais l'approche qu'on vient de décortiquer, c'est l'opposé géométrique de cette recherche de paix. C'est le refus brutal et délibéré de la tranquillité. C'est l'idée que chercher la paix à tout prix, c'est chercher l'immobilité, et que l'immobilité, c'est la mort de notre potentiel.
Waouh, ça prend le contre-pied total de ce qu'on entend partout. Alors, la question qu'on peut se poser en quittant cette exploration, c'est est-ce que notre quête obsessionnelle du confort psychologique et de cette fameuse paix intérieure n'est pas en réalité le plus grand obstacle à notre propre grandeur? C'est une vraie question. Est-ce qu'on cherche la paix pour se ressourcer ou est-ce qu'on cherche la paix simplement pour fuir la douleur de grandir? Quelle est cette ligne bleu-noir qui attend d'être franchie dans nos propres vies pour quiconque décide que rien n'est jamais fini? C'est sur ça que je nous laisse méditer.